Yo 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 yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude on va commencer, qui est en vacances? Déjà, qui est en vacances? Petit sondage dans le chat, je sais pas si on va faire un sondage ou quoi. Dites-moi juste oui ou non si vous êtes en vacances. Je pense qu'il n'y a pas la majorité de la France qui est en vacances, ni de la francophonie. Donc voilà, puis il y a des gens qui sont en vacances, qui dorment encore à cette heure-là. Donc on va les attendre au fur et à mesure. Je vous invite à venir jusqu'à 10h30, on va bien rigoler ensemble. Voilà, je vais vous montrer quelques petites anecdotes, mon setup et tout. Et puis généralement on fait aussi du drone FPV, on fait beaucoup d'analyses, on fait aussi beaucoup de motion design et tout. Notamment là j'ai le design de Junior Roman pour Twitch à créer. On fera ça du coup jeudi, on continuera jeudi. On a commencé un petit peu, vendredi, on continuera ça jeudi. En fait on est dans un range depuis février, bah en fait on dirait, mais depuis février quand? Depuis février 2022 hein, bien évidemment, depuis janvier même. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Moi ça fait assez... je suis très loin du marché depuis 5-6 jours, là j'ai pas fait les dernières vidéos de CF qui sont sorties, c'est pas moi qui étais monteur, c'était Augustin, le monteur de la chaîne secondaire d'ailleurs, qui monte cette rediffusion de live. Et en fait, du coup j'étais assez loin des marchés, je me suis pas mal reposé, j'ai pris du temps pour moi, j'ai profité avec ma copine et tout, donc franchement c'est... De toute façon, j'ai même pas besoin d'être proche des marchés parce que mon investissement c'est à long terme. Je vais pas faire du trading à court terme sur plusieurs jours ou quoi parce que c'est vraiment là où on est le moins gagnant en fait. Le mieux c'est d'investir, voilà. Et je vois qu'avec cette baisse, moi personnellement, ça me donne très envie de réinvestir. Donc, qu'est-ce que j'ai tracé là? En gros, j'ai tracé quelque chose où on aurait pu faire un pullback en fait sur les 45 000. Donc la semaine dernière, on savait pas trop. On pensait avoir une redescente, pourquoi pas? Why not? Finalement, on n'a pas rebondi sur le ruban comme je pensais qu'on allait le faire. On est reparti directement, en fait, on a traversé le ruban d'un seul coup. Ce qui a été assez violent. Même en daily, on verra comment ça a été. Et on voit bien aussi qu'on pouvait s'y attendre parce que les volumes étaient descendants depuis genre un mois et demi, quoi. Donc depuis un mois et demi, on n'avait que des volumes descendants. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, même si ça montait, ça pouvait pas repartir à long terme. Pour relancer une tendance haussière, je vous rappelle que ce qui est important, c'est d'avoir des volumes qui montent. Vous voyez ici par exemple, on était en train de stagner, mais en revanche on avait des volumes qui montaient à moyen-long terme. Enfin, à moyen terme plutôt, à court-moyen terme. Ça dépend de la time frame qu'on utilise. Et du coup derrière on a pu remonter un peu par-ci par-là, et on a pu justement repasser au-dessus du ruban. Donc voilà, on verra comment ça va tenir, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. On peut pas encore déterminer qu'on est réellement dans une tendance baissière, peut-être que c'est juste un piège, pas acheteur mais un piège vendeur. C'est-à-dire que les gens se disent bon bah ça monte, ok, ça redescend fort d'un seul coup, ça c'est en dessous du ruban, donc on aurait potentiellement un retour de tendance baissière. Mais pour l'instant, c'est encore assez tôt pour le confirmer. Hein, ça peut être vraiment un fake, comme on l'a fait ici par exemple, un fake out. C'est-à-dire qu'on part au-dessus des 45K, et au final, on repart à la baisse. Donc voilà, on peut voir, le marché, je vous rappelle, est très piégeur. Et puis, on va pas se mentir, alors là, j'ai pas les volumes profile. Les volumes profile, je vous rappelle, c'est les zones auxquelles il y a le plus de trading, en fait, si vous voulez. Et donc, bah, vous voyez que cette zone, on l'a beaucoup travaillé, donc au niveau allez, je dirais entre les 35 000 et les 29 000, il y a pas mal de volume, mais surtout dans cette zone-là. Vous voyez que cette zone, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé encore une fois ici. Donc moi, je pense que si on doit revenir à long terme, à court terme ou à long terme, sur un support, ça serait vraiment aux alentours de, ouais, je sais pas, peut-être 38 000. Donc un petit range ici, ça me paraît pas déconnant. Donc voilà. Pour les personnes qui croient, parce que moi, je vais peut-être vous donner mon avis là-dessus, mais j'y crois plus vraiment à des bull run ou des bear market, ou alors ça sera vraiment sous une forme très différente. Moi, je pense qu'on sera plutôt sur quelque chose, un bottom à ce niveau-là, en fait. À long terme, en tout cas. Je vois mal le Bitcoin redescendre en dessous des 30 000. Après, s'il redescend en dessous des 30 000, grand bien me fasse, je vais réinvestir en dessous, hein. Croyez-moi. Après, il faut qu'il redescende en dessous des 33 000, sachant qu'en été, on a fait vraiment une mèche à 28 000, quelque chose comme ça. Et ce que je vois à peu près, c'est que on pense plutôt à un range ou alors une tendance haussière. Donc il y a beaucoup de gens qui sont plutôt positifs. Donc c'est possible. Malgré tout, moi, qu'est-ce que je vois? Je sais pas exactement en réalité. En réalité, je sais pas exactement. On va juste passer sur le daily, et après on reviendra voir le sondage, la tendance sur un mois, comment ça s'est passé. Donc, là, qu'est-ce qu'on faisait depuis plusieurs mois, donc depuis à peu près, ouais, je dirais janvier 2022. On est passé en dessous des 45K. Donc là, on pensait vraiment que c'était un bottom et qu'on allait repartir, hein, que c'était juste un petit accident de parcours, on va dire, et qu'on allait repartir. Malheureusement, on a cassé les 45K et on est redescendu jusqu'à 32 000. Heureusement qu'on n'est pas allé plus bas. Et ce qui est encore plus positif, c'est que là, vous voyez, on a fait un plus bas, donc vraiment, on a dégringolé jusqu'en bas, avant de se reprendre, faire un bottom un peu plus haut, encore une fois. Ensuite, on s'est repris, on a refait un bottom encore un peu plus haut, et là on se reprend. Est-ce qu'on fait un bottom ici? Est-ce que c'est un bottom? Je sais absolument pas. On verra bien, ça peut redescendre plus bas, mais c'est possible que ça continue comme ça. En tout cas, ça c'est une tendance que j'ai tracée en 2 SPI pour
pour qu'une tendance ou alors qu'un support soit validé, je vous rappelle, il faut 3 touchettes. Alors là, au 45 000, j'ai mis un petit peu à l'arrache, vous voyez, les supports, je les ai mis un petit peu à l'arrache, c'est pour avoir des repères visuels. Et il y a eu 53% qui pensent que la tendance haussière va repartir. J'espère, hein, j'espère. Pour l'instant, on a que des signaux baissiers, en tout cas à court moyen terme, on a que des signaux baissiers, donc court moyen terme, j'appelle ça sur à peu près quelques semaines, quelques mois. Voilà. On a par exemple beaucoup de volume baissier à ce niveau-là, donc pour l'instant, pour moi, je préconise plutôt un retour à la baisse, donc casser, même pas tenir cette tendance. Et pareil au niveau des semaines, hein, au niveau des semaines, on a que des volumes baissiers, c'est assez désastreux. Donc on verra comment ça se passe, mais pour l'instant, c'est pas très positif, hein, on va pas se mentir. Il y a 29% qui pensent qu'on va repartir dans un range, c'est assez possible, alors peut-être pas un range aussi gros que celui que j'ai tracé là, mais pourquoi pas peut-être un range qui s'arrête à ce niveau-là, voilà. Donc qui s'arrête vers les 37 000. Peut-être entre les 37 000 et les 45 000, on va partir dans un range, voilà, sur à peu près 1 mois, 2 mois, on verra bien. Et je vous rappelle aussi qu'il y a quelque chose qui peut empêcher la tendance haussière de repartir, c'est le sell in May and go away, donc vendez en mai et cassez-vous. Voilà, en gros c'est ça que ça se dit, c'est ça qui se passe, et en gros vous vendez en mai, comme ça vous êtes plus du tout exposé au marché, vous pouvez tout simplement partir vaquer à vos occupations et tout, parce que c'est le retour du soleil, c'est le retour du beau temps et tout, donc il faut profiter du beau temps. Je sais pas si sur le marché des cryptos c'est encore plus vrai, parce que le marché des cryptos il est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est, c'est pas comme le marché des actions, ou alors il y a des résultats trimestriels, etc., où les gens partent en vacances. Là, c'est des cryptos, donc on peut se dire des fois, par exemple, s'il y a des pays qui acceptent le Bitcoin, potentiellement les gens peuvent utiliser plus le Bitcoin. Je pense par exemple au Salvador, etc. Et étant donné que les gens partent en tant que touristes, ils peuvent utiliser les crypto-monnaies, pourquoi pas, pour faire des achats, pour faire des transactions, pour rembourser leurs potes, j'en sais rien. Donc, je sais pas trop si ça fonctionne dans les cryptos, d'autant plus que le marché des cryptos, je vous rappelle, comparé au marché des actions, est toujours ouvert 24h sur 24. Vous pouvez y aller à 4h du mat, comme vous pouvez y aller à 13h de l'après-midi, ça sera exactement pareil, le marché sera en fluctuation constante. Donc c'est pour ça que des fois, on appelle qu'il y a les sessions USA, les sessions américaines, les sessions européennes, les sessions asiatiques, donc voilà. C'est important de prendre ça en compte aussi dans le truc. Donc on verra. L'année dernière, on peut dire que le sell in May and go away avait été bien respecté parce que vu la chute qu'on a fait, personne s'y attendait. Enfin, peut-être que des gens s'y attendaient, mais en tout cas, beaucoup de personnes étaient dans le déni. Mais ouais, on s'est mangé une belle baisse. Oui, le MACD qui pourrait cross bullish dans quelques jours. Donc là, on a le MACD en daily qui est plutôt compliqué. Malgré tout, quand on voit qu'au niveau des barres blanches, ça revient dans le blanc, c'est à ce moment-là où ça va se retourner. Bon, le MACD en daily, ça fait un peu n'importe quoi, hein. Ça fait un peu haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, tout le temps. Mais généralement, quand vous voyez, quand les barres, elles reviennent de plus en plus blanches, c'est à ce moment-là où on commence à repartir derrière, en bas. Donc là, potentiellement, vous voyez, c'est un peu peut-être le seul signe haussier. Le RSI, j'ai pas vu, ouais, il est sur un potentiel bottom, parce qu'on vient généralement chercher cette zone-là des 44. Il peut se reprendre un peu à court terme, mais en tout cas, c'est pas là les indications que je vous donne, c'est peut-être dans les prochains jours, mais dans les prochaines semaines, c'est sûr que ça va continuer à descendre, parce que descendre ou ranger, ça dépend, parce que on voit bien qu'en weekly, on a un manque de volume qui peut induire sur une potentielle tendance baissière ou un range, comme je le disais. On est passé aussi sous le ruban, la semaine dernière, je vous avertissais là-dessus, je vous disais, alors c'est possible qu'on fasse un rebond sur le ruban, ou alors qu'on aille carrément le traversier, et là ça serait potentiellement baissier. Donc voilà, je vous avais dit que le meilleur scénario, ça aurait été qu'on fasse ça. En gros, qu'on passe en haut au-dessus, qu'on arrive là-haut, qu'on fasse un pullback là-dessus, et qu'ensuite, au fur et à mesure, on remonte aussi grâce au ruban, et qu'on rebondisse dessus. Bon, en revanche, ce qu'on a fait, c'est que directement, paf, on l'a percé, donc ça veut dire qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs, ce qui est au final... un avertissement du marché, si vous voulez, pour vous dire attention, il faut quand même attendre les volumes, il faut qu'on attende qu'il y ait beaucoup plus de monde qui rentre sur le marché et qui soit hype au niveau des cryptos pour pouvoir repartir. Quels vont être les critères justement pour pouvoir investir dans une crypto? Comment est-ce que tu procèdes? Alors ça, c'est une question qui est intéressante et qui revient assez rarement, j'ai envie de dire. Comment est-ce que je fais pour investir dans une crypto? Comment est-ce que je fais pour savoir dans quelle crypto investir? Alors moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui va prendre beaucoup de risques, malgré le fait que je sois jeune et que je puisse mettre quelques économies dans les crypto-monnaies, etc. Je vais pas prendre beaucoup de risques, même si aujourd'hui, c'est les meilleurs moments quand on est jeune pour prendre des risques, parce que je préfère avoir une épargne à long terme plutôt qu'essayer de me cramer les ailes directement, même si j'ai fait pas mal d'erreurs dans les cryptos, malgré tout. Mais je préfère y aller tranquillement, apprendre tranquillement, et y aller au fur et à mesure. Voilà. Donc même si tous les ans je fais par exemple 10
10% sur mon portefeuille en plus, bah je suis très content, hein. C'est un très bon score. Malgré que des fois dans les cryptos on voit des fois 135, des fois 11, fois 10 et tout, on se dit waouh le portefeuille il doit augmenter. Mais au final moi si je me dis déjà que je suis gagnant de 1% sur les cryptos, c'est énorme parce que la plupart des gens sont perdants sur les crypto-monnaies. Il faut le retenir ça. Bref, comment je fais pour investir? Alors déjà, ce que je fais c'est que je vais en entendre parler quelque part. Je vais rarement aller de moi-même chercher des informations, je vais tout d'abord en entendre parler quelque part. EGLD, j'en ai entendu beaucoup parler, je me suis renseigné sur le projet et tout. ETH, j'en ai entendu beaucoup parler. UOS, j'en ai entendu beaucoup parler il y a quelques mois, pardon, parce que je suis arrivé sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies fin 2020. J'ai commencé à en acheter un petit peu, et au final, je me suis dit, tiens, le UOS, quand même, c'était un bon projet, j'avais bien aimé à l'époque, je vais me replonger là-dedans. Je me suis replongé là-dedans, et pareil, comme dit Laxma92, j'ai presque mis all-in en fait dessus. Hein. Je rigole bien évidemment, je rigole. Mais j'ai réinvesti pas mal d'argent parce que je trouve que le projet, en fait, plus je le regarde, plus je l'écoute et plus il avance dans le temps, plus je me dis que ça va être un projet, un concurrent potentiel à Steam, etc. J'ai investi beaucoup dans le GLD, massivement dans le GLD. J'ai investi dans le CRO en achetant la carte crypto.com. D'ailleurs, j'attends ma carte crypto.com. Ils m'ont dit qu'elle était envoyée, donc je suppose qu'elle est envoyée. Je pense qu'elle va arriver peut-être aller dans 2 semaines maximum, quelque chose comme ça. Il y a des gens, j'ai entendu qu'elle était arrivée en 3 mois, des fois en 1 mois, des fois en 5 jours, ça dépend. Bref, j'ai investi dans le CRO de crypto.com, donc j'ai bloqué 350 € de crypto. De Chronos, pour pouvoir avoir cette carte, la carte Ruby, tout à fait, exactement Florian, la carte Ruby. Du coup, j'ai Spotify Premium gratuitement, et j'ai du cashback à hauteur de 2%. Donc voilà. Si j'avais eu l'allocation de Ethereum, j'aurais pris la carte à 3500, parce que j'aurais pu avoir une sacrée plus-value, et donc là j'aurais pu carrément avoir Netflix remboursé, 3% de cashback, et accès à des lounges d'aéroport, je crois. Ouais, c'est ça, des lounges d'aéroport. Elle a mis 2 semaines, d'accord, ok. Bah moi je crois que ça fait à peu près une semaine que j'ai commencé à la mettre. J'ai eu à peu près 4 € de cashback, donc voilà. Mais j'attends vraiment ma carte crypto.com pour pouvoir les payer dans mes magasins et tout, voilà. Et pour toutes les personnes qui se demandent, non, je paye pas en crypto-monnaie, je paye pas en bitcoin vers les euros dans les magasins par exemple, ou sur internet, je mets des euros en fait sur ma carte crypto.com pour pouvoir tout simplement bénéficier du cashback sans être exposé aux crypto-monnaies en fait. Donc étant donné que c'est une transaction euro vers euro, je suis pas imposé. J'avais investi dans le VET aussi, j'avais investi pas mal dans le VET, notamment grâce à VET ETH qui m'a beaucoup poussé à investir ces derniers temps. J'ai investi dans ETH bien évidemment, hein, forcément. J'ai investi dans le Cake, malgré tout, je suis quand même ressorti. Si vous voulez avoir la raison du pourquoi, du comment, il y a 2 semaines, donc dans la rediffusion d'il y a 2 semaines de Crypto le matin, enfin de mes lives sur la chaîne de CF, je l'ai dit pourquoi, donc j'avais été un petit peu cru au niveau de mes mots. Par contre, derrière, il y a 1 semaine après, donc la semaine dernière, je me suis quand même repris par rapport au Cake. Donc voilà, j'ai du CAPS et j'ai du OMI aussi, je crois. Mais le CAPS et le OMI, je vois plus ça à long terme, pardon. Et je me dis qu'en réalité, ça sera, si c'est perdu, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais le OMI, je commence à avoir de moins en moins confiance en lui. Mais bon, voilà, j'investis plus aucune thune sur OMI. J'attends juste qu'il remonte. Et voilà, en fait, je vais le garder de l'œil. Et peut-être que dans 5-6 ans, je verrai à quel moment il est. Mais j'ai l'impression que lui, il était dans les NFT. En fait, si vous voulez, Omi, c'était une plateforme de NFT qui devait sortir des NFT officiels de Marvel, de DC Comics, etc. Il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient sortir des trucs Pokémon et tout. Mais au final, j'ai l'impression que ça va pas trop se faire, étant donné que le modèle, il s'est plus tourné vers OpenSea, et que maintenant, c'est vraiment directement les créateurs, en fait, qui mettent en ligne les NFT. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils vont rater un petit peu. Omi, j'ai tout revendu, il y a un bail, il y a mieux pour les NFT. Ouais, bien sûr. Mais bon, je me dis, on sait jamais, voilà. On sait jamais, j'ai un tout petit bag, j'ai un mini bag, puis voilà. Mais c'est vrai que j'y crois absolument pas. Ah oui, après j'ai du ride aussi, ouais forcément j'ai du ride sur la blockchain EGLD, sur la blockchain Elrond, pardon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai du MEX, LKMEX, mais ça c'est que du mec que j'ai farmé moi-même. À quand un Twitch CF, Alan et toi? On avait réfléchi à ça, avec les gars, on s'était fait un appel il y a 1 mois et demi, peut-être quelque chose comme ça, et on s'était dit, pourquoi pas essayer de se faire un espèce de live 24 heures ou quelque chose comme ça, tous ensemble. Et le but, ça serait de vous donner un maximum de cadeaux, de trucs comme ça et tout. Moi, que je fasse le montage de CF en live, par exemple, que Mathéo fasse la vidéo en live. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. Enfin, on s'est dit ça. Et puis au final, on s'est dit, pourquoi pas faire moins de 24 heures, peut-être un truc comme 4 heures ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Pour l'instant, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé avec les gars. En tout cas, en direct live. Hein, bien évidemment, on s'envoie toujours des petits messages et tout. Mais en call, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Donc on verra. Je sais pas du tout. Mais ça serait pas mal qu'on se le fasse, ouais, t'as raison. Après, je pense que les projets sur la chaîne de CF, ils repartiront une fois que le marché repartira à la hausse. Alors, le saviez-vous?
vous allez devoir déclarer vos crypto-monnaies. Hein. Ça y est, c'est ouvert. Vous pouvez dès à présent envoyer, je crois, vos déclarations fiscales de crypto-monnaies. C'est ce qu'il va falloir faire dans les prochains jours. Pour toutes les alors désolé pour les yeux, je peux pas mettre de night mode là-dessus, je suis vraiment désolé. Guide 2022 de la déclaration fiscale des crypto-monnaies. Et oui, ça y est, on va devoir déclarer nos crypto-monnaies. Donc là, vous avez les dates. Voici les dates du calendrier fiscal 2022. 7 avril, donc ça a été il y a 4 jours. Ouverture du service en ligne, déclaration en ligne sur le site imbo.gouv. Ok, donc 25 mai, la date limite de déclaration, ça c'est en ligne. Par contre, ça c'est en ligne. D'ailleurs, il faut y déclarer les gains, mais les pertes, ils en ont fait quoi? Ils sont rigolos. J'ai plus de pertes que de gains vu que je débute et que je suis rentré dans le marché comme un porc en levier au début. Et bah ce que tu fais, c'est que tu déclares en fait ce que tu vas faire. Alors il y a Waltio qui peut vous aider à faire ça. Donc vous pouvez mettre, en fait c'est Waltio, c'est comment dire, c'est une aide, c'est un site qui permet de remplir vos API. Donc en gros, vous permettez à Waltio d'accéder à vos comptes directement, mais simplement de lire les comptes, de pas trader ou quoi que ce soit. Et donc ils vont lire toutes vos transactions, et ils vont dire bah voilà, on peut te sortir ce document là. T'as investi tel montant, t'as fait telle plus-value, il faut que tu sortes telle feuille, et voilà, t'as tout ça à envoyer aux impôts. Donc voilà. Mais l'AXMA 92, mettez tout en ledger, ça ne t'empêche pas de déclarer tes cryptos. Il va falloir que tu déclares tout. Même si t'as des plus-values ou des moins-values, il va falloir que tu déclares tout. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu expliques combien t'as investi au total en euros dans les crypto-monnaies, donc combien t'as converti d'euros en crypto. Et au final, tu vas devoir montrer quel pourcentage de ton portefeuille est en plus-value. En fonction de ce pourcentage de ton portefeuille qui est en plus-value, ils vont te taxer à hauteur de 30% sur toutes tes plus-values que tu as retirées. Donc imaginons que moi, par exemple, mon portefeuille soit en plus-value de 50%. Et que j'ai retiré... Alors c'est à partir de 300 euros, 304 euros, c'est pas un abattement, mais en gros, c'est quand vous êtes en dessous de 304 euros de plus-value sortie, vous ne payez pas d'impôt sur le plus-value. Par contre, à partir du moment où vous passez à 320 par exemple, et ben tac, là ça taxe. Si on convertit en euros, bien sûr, si on convertit en euros. Si vous restez en stablecoin ou en crypto, il n'y a rien à déclarer. Enfin, vous devez déclarer ce que vous avez mis en euros, mais vous déclarez que vous avez rien sorti. Moi, par exemple, je crois que j'ai fait... je vais pas dire les chiffres exacts, mais imaginons que mon portefeuille soit en plus-value de 50%. Donc 50% de mon portefeuille soit en plus-value et que les 5 autres % soit mon investissement de départ. Donc ça veut dire... Si vous avez bien calculé que j'ai fait x2 sur mon investissement de départ, hein, je vous ai déjà fait un cours en ligne là-dessus, il y a 2-3 semaines. Donc voilà, s'il y a 50% de mon portefeuille qui est en plus-value, tout ce que je ressors au-dessus de 300 euros, donc par exemple si j'ai ressorti 500 euros, eh ben je vais être taxé à hauteur de 30% sur 50% de 500 euros que j'ai sorti. Donc je vais être taxé à hauteur de 30% sur les 250 euros. Aux alentours de 100 euros quoi, 80 euros peut-être, quelque chose comme ça. Tous les wallets aussi décentralisés, il faut que tu les déclares. Donc... le fait, c'est pas la merde l'AXMA. Pourquoi? En fait, moi, ce que j'ai appris, en fait, au fur et à mesure, il y a quelques mois, je me disais, ah, c'est chiant, ils nous taxent sur les cryptos. Et au final, je me dis, les gars, on fait quand même des plus-values. Alors certes, on prend des risques, mais ils nous retirent jamais tout, ils nous retirent que 30%. C'est de l'argent qui vient limite gratuitement, tu vois. Donc, si on accepte ça, tu vois, c'est comme ton salaire net ou son salaire brut. Tu vas pas te plaindre parce qu'on t'enlève de la thune de ton salaire brut, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis en fait, ok, sur toutes mes plus-values, il faut que je me rende à l'évidence, il y a 30% qui seront repris par l'État, tu vois. Donc je calcule mes plus-values en fonction de ça, et je l'ai accepté au final, tu vois. Donc au début je me dis, ah c'est la merde, ils vont nous taxer, c'est de la merde et tout, mais au final je me dis, bon, ils me prennent de l'argent, ils me prennent de la thune, certes j'ai pris des risques, etc. Mais au final, en fait, si j'implémente ça dans ma stratégie, si j'implémente ça dans ma situation, au lieu de me battre contre ça et d'essayer de trouver des solutions pour justement ne pas payer de taxes ou quoi que ce soit, ça va être contre-productif. On va toujours penser à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Alors que si tu l'implémentes dans ta stratégie, tu te dis, bon il y a 30% du pourcentage que je peux faire qui sera pas pour moi. Mais voilà. Après, le seul truc que j'avais pas capté, moi, c'est que en fait, je pensais que, vous savez, des fois, il y a des commerçants qui peuvent accepter les crypto-monnaies. Et je pensais qu'en fait, chez ces commerçants-là, si tu payais par exemple ta baguette de pain en crypto-monnaie, tu n'allais payer aucun impôt. Je pensais réellement ça. Et au final, je me rends compte que tous les biens qui ont une valeur réelle en euros sont soumis à l'imposition. Alors, le seul truc que je ne comprends pas trop, imaginons que le prix de la baguette soit non pas affiché en euros, mais en crypto-monnaie. Par exemple, c'est 0,00000001 Bitcoin, la baguette. Est-ce que on paye aussi des taxes ou pas, parce que cette baguette n'a pas de valeur en euros en soi. Elle a une valeur que en bitcoin. Et en Belgique, on doit déclarer, je sais pas du tout, je sais absolument pas. En Belgique,
Vous êtes imposé sur les plus-values? Je sais pas du tout. C'est à toi de voir, mais en tout cas là, j'applique vraiment ça que pour la France, hein, France métropolitaine et outre-mer. Parce que si le dollar s'effondre, tous les stablecoins seront donc impactés. Non, ouais, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, je vois mal comment le dollar peut s'effondrer, peut-être à cause d'un effondrement entier, ou alors parce que tout le monde sera passé sur les crypto-monnaies. Mais il y a tellement de pays dans le monde qui utilisent le dollar, et c'est tellement important que même l'Europe ne fera rien, enfin, ne fera pas rien si le dollar s'effondre. Ils vont toujours essayer de supporter l'économie ou quoi. Enfin, je vois mal comment le dollar peut s'effondrer. Un jour, ça arrivera, hein, forcément, comme tout. Hein. Quand le dollar monte, BTC chute, ouais, et inversement. Quand le dollar chute, BTC monte. Après, dites-vous que les richesses, elles vont toujours quelque part. Hein. Si le dollar chute, forcément, l'argent ira quelque part. Soit sur l'euro, sur le yen, sur le yuan chinois, c'est ça, hein, le yuan, c'est en Chine. Le yen, c'est au Japon. Soit dans les crypto-monnaies, soit dans l'or, enfin bref. Donc voilà, je crois que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions. Il y a aussi une autre obligation, c'est de déclarer les comptes d'actifs numériques, donc les comptes Binance, les comptes Coinbase. Les wallets, je sais pas, je crois pas. Hein. Les wallets, je crois pas, parce que c'est pas des comptes à proprement parler. Mais voilà. Et les comptes comme Maillard et tout, c'est pas des comptes en fait. C'est des wallets décentralisés. Donc c'est absolument pas nécessaire de les déclarer, je crois. Et croyez-moi, vous aurez meilleure conscience à payer vos impôts, plutôt qu'à vouloir essayer d'être réfractaire par rapport à l'État ou quoi, même si vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est important de payer ses impôts, voilà. En tant que tout citoyen français, on se doit de faire ça, surtout d'autant plus quand on est dans la fiscalité, pour montrer notre bonne foi. En gros, si tu veux, si t'as pas déclaré en 2020, et que, tu veux déclarer là pour cette année 2022, c'est tout ce qui a été fait sur l'année 2021. Par contre, si t'as commencé à investir en 2020, il faut que tu déclares ce que t'avais genre début 2021. En gros, il faut que tu déclares ce que t'as 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà ce que tu dois déclarer en réalité. C'est peut-être un petit peu compliqué comment je l'expliquais, mais en réalité c'est super simple. En gros, en 2022, tu déclares ce que t'as fait en 2021. En 2023, tu déclares ce que t'as fait en 2022. En 2024, tu déclares ce que t'as fait en 2023, etc. Et après les paiements, je sais pas du tout comment ça se passe. Comme je vous ai dit, moi j'ai encore jamais payé mes impôts personnellement, moi tout seul. J'ai jamais encore déclaré et tout, donc je vais faire ça avec mes parents. Ça va être une partie de plaisir, réellement. Et du coup, la deuxième news que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est la ville de Cannes va vendre 10 sites touristiques sous la forme de tokens non fongibles. Alors j'ai l'impression qu'ils surfent un petit peu sur la vague. En plaçant le terme métaverse dans sa communication, Cannes cherche évidemment à surfer sur ce nouveau mot-clé à la mode. Donc voilà, il veut mettre en avant Cannes, il veut promouvoir le tourisme, surfer sur le terme métaverse, surfer sur les NFT, etc. pour attirer du monde à Cannes. Et je crois qu'il y a surtout 10% des recettes engrangées par les enchères qui sont reversées au fonds de dotation de Cannes. Donc voilà, ils veulent être la première ville européenne à s'investir au niveau des crypto-monnaies, au niveau des NFT, au niveau du métaverse. Donc voilà, il y aura ça pour ceux qui connaissent Cannes. Je connais pas du tout Cannes, mais pour ceux qui connaissent Cannes, il y aura le palais des festivals et des congrès. Donc ça, ça c'est le truc, je pense, où il y a le festival de Cannes, où il y a les Energy Music Awards, etc. Boulevard de la Croisette, le Port Canto, Île Sainte-Marguerite, avec le Fort Royal, ok. L'écomusée marin, la Malmaison, le Vieux-Port, le marché Fortville, le Suquet, la Pointe Croisette et le campus Georges Méliès. Campus Georges Méliès, très grand cinéaste. C'est le père fondateur des réseaux sociaux, j'allais dire. Père fondateur des effets spéciaux. Et du coup, je voulais vous poser la question. Maintenant, on va passer sur la petite question. On va faire un petit sondage. Dans le contexte d'élection qu'on a eu hier, donc hier, vous avez rempli votre devoir citoyen d'aller voter, je pense, pour la plupart, peut-être, je sais pas du tout. Et on a eu les résultats. Du coup, c'est deuxième tour qui va se jouer entre Macron et Le Pen. Dans ce contexte de futur, on va avoir l'avenir, où on a un nouveau mandat de président, on a les NFT, le métaverse qui commence à arriver sur le grand public, on a 8% des Français qui investissent dans les crypto-monnaies, où on a beaucoup d'Européens, on a la loi MiCA qui va arriver et tout. Est-ce que la France peut devenir une crypto-nation dans le prochain quinquennat ? Voilà, donc ça c'est la question que je vous pose, que ce soit avec Macron ou Le Pen, si vous pensez que la France peut devenir une crypto-nation. Est-ce que vous pensez que les Français, le gouvernement français va réussir à s'intéresser, va réussir à se bouger le cul quoi, pour faire avancer les trucs, ou est-ce que vous pensez qu'on va vraiment essayer de rester cantonné à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une nation qui est partiellement à fond dans les crypto-monnaies, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais vous faire un petit sondage. D'autant plus qu'on voit par exemple que beaucoup de sénateurs et beaucoup de députés français sont pas à jour sur la question. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 8% des Français qui ont investi dans les crypto-monnaies, mais au niveau des députés, j'en connais que un, c'est Pierre Persson, qui saurait vraiment expliquer comment fonctionne le Bitcoin, à quoi ça sert, comment l'utiliser et tout, tu vois. Donc voilà, je connais pas d'autres, et je pense pas qu'il y a 8% des députés en France qui pourraient expliquer ce que c'est le Bitcoin, etc.
Donc voilà. Pour la fiscalité, il est préférable Le Pen, d'accord, ok. Ok, je peux comprendre en même temps parce que... Enfin, je sais pas exactement parce que aussi Macron est plus du côté entreprise, faire marcher les entreprises, avoir du profit, etc. Je pense que le sujet n'évoluera pas dans ses priorités, c'est sûr et certain. On va rester cantonné, ouais, c'est sûr. Je pense que Le Pen est préférable sur ce point de vue. Ça pourrait faire avancer un peu les choses, mais ça reste compliqué. Nos députés sont ridicules à ce niveau, comme tu dis, ouais. Mais après, le truc, c'est que moi, j'ai un petit espoir au niveau de Pierre Persson, qui est un député de La République En Marche, qui peut faire progresser le discours là-dedans, et qui peut faire progresser un petit peu les idées là-dedans. Et donc, à la fin du sondage, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a aucun vote pour oui et pour probable. Tout le monde pense que c'est peu probable que la France devienne une cryptonation. Beaucoup, alors il y a 31% qui pensent que c'est non, un non radical, ça c'est sûr et certain, et 6% qui ne savent pas trop, donc deux personnes dans le chat qui ne savent pas. Je pense qu'il y en a plus, mais bref. Donc voilà, on verra. Je pense aussi que c'est peu probable, malheureusement. Comme je vous dis, j'ai un petit espoir sur certains députés qui ont cette capacité à pouvoir parler directement au gouvernement et à pouvoir donner leur expérience. Mais ouais, il faut voir un petit peu les stats aussi. Hein. Je pense que dans quelques années, dans 5 ans, si la moitié des Français, par exemple, ont investi dans les crypto-monnaies, dans le métavers, dans les NFT et tout, ils vont commencer à se poser des questions. J'ai peur qu'on ait le monde qui soit fracturé en deux entre, d'un côté, les USA, qui sont en mode nous, on veut que les gens soient libres d'utiliser la monnaie qu'ils veulent, on veut que les gens soient libres d'utiliser le Bitcoin comme ils veulent, on va taxer les crypto-monnaies, mais on va laisser le truc se développer, que les Américains prennent du pouvoir là-dessus, que les Américains aillent de plus en plus sur ce terrain-là, et que nous autres Européens, de notre côté, eh ben, on fasse pas grand-chose, que ça reste assez mou, et qu'au final, on veuille plutôt nous contrôler plutôt que nous laisser libres, en fait, comme pourraient le faire les Américains. C'est-à-dire que je vois bien Christine Lagarde dire on fait le stablecoin euro, on n'accepte plus les stablecoins euro des autres côtés, vous êtes taxés sur les plus-values crypto, des trucs comme ça. Je vois bien nous bloquer, nous cantonner dans un truc et tout, et nous prendre en étau en fait. Après, peut-être un petit Eldorado, comme on dit, ça serait le village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, la Suisse. La Suisse qui n'est absolument pas dans l'Union Européenne, neutre complètement, et qui pourrait devenir, peut-être pourquoi pas, un nouveau paradis au niveau de la crypto sur Terre, après le Salvador bien évidemment. La logique des crypto-monnaies, ça serait une gouvernance mondiale, un impôt global, ouais. Et moi je pense que pour les transactions ou le commerce maritime ou le commerce international, ça serait positif d'utiliser le Bitcoin. Comme ça, c'est pas un pays, par exemple là aujourd'hui on utilise beaucoup le dollar, ça serait pas mal d'utiliser le Bitcoin, parce que le dollar ça veut dire que on donne de l'argent entre guillemets aux Américains, tu vois. C'est quand même les Américains qui ont le monopole sur cette monnaie. Pourquoi ça serait eux? Quand t'as le Vietnam et par exemple, j'en sais rien moi, quand t'as l'Inde par exemple et le Vietnam qui font un accord par exemple, je sais pas en quoi ils payent, c'est possible qu'ils payent au niveau du dollar indien, de la monnaie indienne, mais c'est aussi très probable qu'ils payent aussi en dollars, tu vois. Et pourquoi, que foutraient les USA là-dedans, tu vois? Alors que s'ils payaient en Bitcoin par exemple, aucune inflation, aucun contrôle sur la monnaie, aucun risque, et des transactions sécurisées et qui coûtent moins de frais, tu vois. Le seul problème, c'est que les gens aiment pas trop ça, en fait. L'Europe aime pas trop ça. Et du coup, ils sortent les fameuses phrases comme quoi c'est dangereux, ça finance le terrorisme, etc. Alors qu'il y a moins de 0,3% des transactions en Bitcoin qui financent de la drogue, des armes, etc. L'exemple que je prends à chaque fois, c'est le petit dealer en bas de chez toi. Tu crois qu'il utilise les Bitcoins ou il utilise l'euro? Bon bah voilà, t'as ta réponse. Après, Le Pen va annuler l'impôt sur les jeunes et offre des prêts de garantie par l'État. Alors, les prêts garantis par l'État, c'est quoi? C'est des prêts à taux zéro, c'est ça? Donc, c'est-à-dire que tu prends pas de taux. Et annule l'impôt sur les jeunes. Ouais, je vois ce qu'elle veut dire, c'est pour que ça se développe un peu mieux. Bon, voilà, après, il faut voir tout le programme dans son entièreté, hein, mais c'est sûr que sur ces points, c'est positif en tout cas. Les dealers utilisent de plus en plus le Bitcoin. Ah là là, malheureusement. Malheureusement. Et tu penses qu'ils vont les revendre comment, les Bitcoins en euros? Tu penses qu'ils font comment comment est-ce qu'ils transfèrent leur Bitcoin en euros crypto browser? Tu penses qu'ils passent par Binance ou qu'ils passent par des trucs un petit peu noirs, un petit peu sombres et tout? Ils revendent pas, ils savent très bien qu'il faut hold. GG. Peux-tu prendre 2 minutes pour nous expliquer l'inflation et l'injection d'euros? On peut ouvrir Paint, je vais essayer de vous expliquer, même si je ne connais pas exactement, hein, vous allez pouvoir me reprendre dans le chat, bien évidemment. Pourquoi on injecte de l'euro? En gros, si tu veux, t'as la banque centrale. Alors je vais mettre un signe euro, voilà. La Banque Centrale Européenne, elle est là. La Banque Centrale Européenne, elle est... Comment dire? C'est elle qui décide un petit peu, qui émet l'euro, qui émet les euros, etc. et tout.
et donc qui garantit les prêts pour les États et tout, je crois, en tout cas. Par exemple, quand un État doit payer une dette, elle le doit soit au Fonds monétaire international, soit à la Banque centrale européenne. Donc l'État doit une dette, tu vois. Moi, ce qui me rend dingue, c'est les gens qui pensaient au niveau du Covid qu'on pouvait on pouvait annuler la dette comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, ça aurait été vraiment, si vraiment on aurait pu annuler la dette comme ça aurait été réellement un désastre. Ça veut dire qu'en gros, je sais pas, l'État français, il doit combien? Il doit 1000 milliards, un truc comme ça, non? 1000 milliards, ça me paraît beaucoup, c'est ça, non? 1000 milliards, je sais plus. Bref, il doit une certaine somme d'argent. Donc je mets XX euros, voilà. Oh, c'est ultra moche. Hein. L'État doit XX euros à la Banque Centrale Européenne, tu vois. Donc je vais mettre une petite maison, voilà, pour bien montrer que c'est la Banque Centrale Européenne. 120% du PIB. Ouais, je sais pas combien c'est exactement. Si on supprime la dette, on supprime la monnaie en même temps. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'État doit une dette qui ne pourra jamais rembourser. Ça, c'est clairement utopique de vouloir effacer la dette et tout, c'est impossible. Donc déjà, ça montre un certain phénomène, c'est qu'en gros, la Banque centrale, comment est-ce qu'elle fait pour donner de l'argent à l'État? Eh ben, elle va imprimer des billets, tout simplement. Elle va imprimer plein de billets, elle va donner de l'argent qu'elle vient de créer, en fait. Et donc, plus elle crée de billets, bah, plus, comment dire, le nombre d'euros en circulation, il baisse. Par exemple, imaginons que tu as 100 billets, imagine que tu as 100 euros qui sont en circulation en Europe. Tu vois, tu as 100 euros. Et là, l'État français, par exemple, ils se disent « Ouais, nous, on a besoin de 10 euros pour financer un projet. » Je simplifie les chiffres pour que ça soit plus simple. Et bien, la Banque centrale, elle va pas piocher dans les 100 euros qui sont en circulation, parce que les 100 euros, ils sont détenus par des personnes qui vont chercher leur pain à la boulangerie, par des États, par des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Ok, pas de souci, la France. On te donne 10 euros. Donc, on va créer 10 euros de plus. » Donc, au niveau de la piscine, donc ça, c'est le nom... Alors, pour vous formuler, en gros, imaginez une piscine, et l'eau, en fait, c'est la valeur de l'euro. Je sais pas si vous comprenez bien. Donc ça, c'est au niveau de l'eau. Vous voyez? C'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir, au final, c'est très facile. Et là, imaginons qu'il y en a 100. Donc là, c'est la taille, en fait, c'est le nombre d'euros qu'il y a en circulation. La taille en largeur, comme ça, ici. Et ça, l'eau, c'est le prix de l'euro. Ok? Donc la hauteur de l'eau, c'est le prix qu'il y a en euros. Je sais pas si vous comprenez. Si la Banque centrale dit bon bah ok, l'État français, on vous donne 10 euros pour financer un projet, eh ben ils vont créer 10 euros, tu vois. Ils vont créer 10 euros dans leur coffre, et donc ça, on n'aura plus 100 euros, mais on aura 110 euros, tu vois. On aura 110 euros en circulation qui viennent d'être créés. Et ben en gros, la piscine, elle va plus faire cette taille, parce que comme je vous dis, la taille de la piscine, c'est en gros, c'est le nombre d'euros qu'il y a en circulation. Donc en gros, la piscine, elle va être un peu plus grande, elle va être 10% plus grande. Donc elle va augmenter là. Et bien sûr, l'eau, vous connaissez bien, ça reste par un endroit. Donc forcément, l'eau, elle va pas rester au même niveau. Elle va s'aplatir, en fait, vous voyez? Tu vois, on peut pas rajouter des vagues comme ça, tranquillement. Merde. On peut pas rajouter des vagues tranquillement et que l'euro reste au même niveau. En fait, l'eau, en fait, si vous voulez, va baisser, si vous voulez. Elle va s'aplatir, comme une flaque d'eau, tu sais. Tu renverses un verre d'eau, bah l'eau, elle va pas rester dans le verre d'eau, tu vois, elle va s'aplatir sur la table. Et donc, ce qui fait qu'en fait, le prix, la valeur de l'euro va baisser, en fait, tu vois. Vu que l'eau sera plus basse, donc l'eau sera peut-être à ce niveau-là, tu vois, dans toute la piscine, et donc la valeur de l'euro, il sera passé de là à là. Et donc on aura perdu un petit peu. Sauf que là, je fais des exemples avec 100 euros et 10 euros, tu vois. Sauf que c'est des milliards, c'est des centaines de milliards, c'est des milliers de milliards même, j'ai envie de dire. Et donc ce qui fait qu'en fait, on a une inflation. Et donc, par exemple, que tu aies acheté 1 euro en 2008, par exemple, je sais pas, on a eu combien d'inflation depuis 2008, mais généralement... Bon, l'inflation, elle s'élève autour de 3-4%, enfin entre 2 et 4%. Là, l'année dernière, je crois qu'on a fait 5% d'inflation, quand même. Parce que la Banque Centrale Européenne faisait que de réinjecter dans toutes les économies. Ils injectaient. Et donc, bah, au fur et à mesure, t'as de plus en plus d'euros en circulation, tu vois. T'as de plus en plus d'euros en circulation. Par contre, la totalité de... C'est compliqué à expliquer en réalité. Mais en gros, plus t'injectes d'euros, plus t'as de l'inflation, en gros. Je vous invite à aller voir la chaîne de Grand Angle, qui est une chaîne YouTube qui explique bien l'économie, etc. Moi, je suis trop novice pour vous expliquer bien en détail, mais en gros, c'est un peu ce principe de piscine, en gros. Sauf que la piscine du dollar, c'est un océan, bah ouais, c'est ça. Et en fait, l'inflation, comment elle se traduit? Elle se traduit pas par une baisse dans ton portefeuille. Ton portefeuille, si t'as 100 euros en 2008, t'auras toujours 100 euros aujourd'hui, tu vois. T'auras toujours 100 euros aujourd'hui, 100 euros en 2008, ça reste 100 euros aujourd'hui, tu vois. En revanche, entre-temps, il y aurait eu de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, elle se traduit par la hausse des prix. Donc voilà, quand on dit l'inflation, on parle de la hausse des prix. Mais en réalité, c'est pas la hausse des prix, c'est la banque centrale qui injecte un maximum d'argent, et du coup, au final, qui fait baisser la valeur de l'euro total. Mais je vous invite à vous renseigner, parce que prenez pas mes paroles comme acquis, moi je suis personne, je suis juste le monteur de Crypto Future et de Julien Armand, comme je vous dis, je m'intéresse juste beaucoup à ces questions-là, et c'est très important de savoir dans quel monde on vit, qu'est-ce qui se passe, et donc voilà. Et là où le Bitcoin est positif, c'est que
que tu achètes un bitcoin en 2008, bon en 2008 ça n'existait pas, mais que tu achètes un bitcoin en 2015 ou que tu l'achètes maintenant, il vaut toujours un bitcoin, pratiquement. Parce qu'il n'y a pas d'inflation en fait, sur le bitcoin. On sait qu'il y aura 21 millions de bitcoins, il n'y en aura pas un de plus. Hein, il n'y aura pas 21 millions 1 de bitcoin ou 30 millions ou 40 milliards, tu vois. Alors que l'euro, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. D'année en année, il y a toujours plus. Et en fait, c'est artificiel, c'est la monnaie magique. Et quand tout à l'heure je vous parlais de la dette qui pouvait être annulée, dites-vous que la Banque Centrale Européenne, je crois que c'est la Banque Centrale Européenne qui s'est quand même posé la question, est-ce qu'on n'annulerait pas toutes les dettes de tous les pays, tu vois? Donc en mode, est-ce que tout l'argent qu'ils nous doivent, finalement, n'existera plus, tu vois? Est-ce qu'on la supprime pas? Et là, ça aurait été un désastre. Sauf que les gens s'en seraient pas forcément rendus compte. Mais en réalité, ça veut dire qu'ils feraient disparaître de l'argent comme ça, d'un seul coup. Parce qu'eux, ils peuvent se permettre de créer plein d'argent. T'as quel âge? J'ai 20 ans. J'ai eu 20 ans en février, là. Pourquoi un désastre? Ben parce que c'est indécent. T'imagines ton... Comment dire? Tu dis, t'as un pote qui te doit 100 000 balles, par exemple. Énorme, un truc énorme, tu vois, il te doit 100 000 balles. Et toi, tu lui dis, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais au final, ça veut dire que lui, il aura gagné 100 000 euros et on aura perdu de l'argent quelque part, tu vois. Il y a de l'argent qui aura été perdu quelque part. Il y a un moment, il y aura un trou, tu vois. Et il y aura zéro confiance. Ça veut dire qu'en fait, l'argent n'est que poussière. Enfin, c'est rien du tout, en fait, ça voudrait dire. C'est de l'illusion, c'est-à-dire. C'est comme si tu avais prêté 100 000 euros à ton pote et qu'en fait, c'était de l'argent qui était faux. En fait, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est pas ton argent qui disparaît, c'est plutôt toi qui donnes un faux prêt à ton pote. Alors ton pote, il peut dépenser son argent et tout, mais toi tu dis non, t'inquiète pas, me le rends pas, t'inquiète pas, c'est cadeau. Sauf que c'est pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. C'est du faux argent en fait, si tu veux. Ils impriment la Chine à billets, c'est-à-dire que demain, la Banque Centrale Européenne peut dire bon bah nous on a imprimé 20 trilliards d'euros. Bah tu crois que ça va faire quoi sur l'inflation? On va prendre, je sais pas moi, 100% d'inflation. Enfin, la confiance se perd de plus en plus. La confiance se perd de plus en plus. Un bitcoin, dans sa valeur réelle, en lui-même, il a la même valeur en 2010 qu'aujourd'hui, tu vois. C'est juste les gens qui ont fait de la spéculation autour de ça. Mais en réalité, le bitcoin, il est toujours resté le même. Alors qu'un euro, il a changé au fur et à mesure du temps. Il a perdu en valeur. C'est-à-dire que par exemple, aux États-Unis, tu as 7% d'inflation. C'est-à-dire que, en réalité, ce qu'on montre, c'est que les prix ont augmenté en moyenne de 7% dans les magasins. Mais en réalité, c'est que quand tu avais $1 au début 2020, aujourd'hui, il ne vaut plus que 93 centimes. Alors, tu as toujours $1 sur ton compte. Mais en réalité, il vaut plus que 93 centimes de l'an passé. Donc tu perds de l'argent au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'il faut investir. Mais là, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. C'est comme l'or. L'or, c'est pareil. Encore, le bitcoin, je dis pas que je suis mauvaise langue, mais il y a un peu d'inflation. Forcément, parce qu'on en crée tout le temps. Mais au moins, on sait à quel moment ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter à 21 millions. Et donc, en connaissance de cause, les gens investissent en fonction de ça. Pourquoi bitcoin, c'est la même? Si demain, tous les prix à ton magasin, ils sont affichés en bitcoin, et qui ne fluctuent pas par rapport à l'euro, mais par rapport au bitcoin, est-ce que tu t'intéresserais encore à revendre tes bitcoins, ou alors à savoir combien ça vaut en euros? En fait, il faut juste changer sa manière de voir. Je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut juste changer sa manière de voir. Et je suis pas persuadé, mais je pense qu'un jour, c'est possible qu'on change tellement notre manière de voir qu'on se rendra à l'évidence que le bitcoin, c'était la meilleure solution, tu vois. Pourquoi 21 millions pour le BTC? Alors ils ont choisi ça comme ça, je sais pas exactement, c'est dans le code du BTC, c'est Satoshi Nakamoto, un groupe de personnes ou une personne solo qui a choisi ça. Donc voilà, je vous dis à plus les gars, merci d'avoir suivi ce live. Pour toutes les personnes que je reverrai pas dans la semaine, bon bah à la prochaine, hein. À la prochaine.